Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi midi 30, 13h, l'occasion de recevoir les meilleurs gérants de la place et l'occasion pour vous de leur poser toutes vos questions pour avoir à bénéficier de leur lumière sur les placements boursiers divers et variés. À mes côtés, Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Que nous sommes ravis d'avoir chaque semaine pour bénéficier aussi de ces conseils éclairés. Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Président, directeur général, ça fait bizarre, on dirait qu'il y a de l'écho. Hein. Bonjour Thomas. Thomas. Président, directeur général d'Acer Finance, une société que vous rachetez en 2004 et que vous développez. Un mot sur Acer Finance? Alors, société de gestion agréée par l'AMF en 1995, que j'ai reprise avec mes associés en juin 2005. 2005 oui, en juin 2005. Les discussions ont commencé en 2004, avec pour ambition de devenir l'homme d'affaires de nos clients, tant institutionnels que privés. C'est quoi l'homme d'affaires? C'est quoi être l'homme d'affaires? L'homme d'affaires, c'est pouvoir superviser et proposer en connaissance de cause pour que notre client prenne la décision. C'était l'occasion pour nous de développer un certain nombre de pôles à l'intérieur de l'entreprise, un pôle fiscal et patrimonial assez fort, un pôle de transmission d'entreprise et enfin un pôle de gestion qui nous vaut notre agrément d'ailleurs. Une espèce de family office en quelque sorte. C'est exact, doté d'un agrément de l'AMF qui nous permet de gérer les actifs de nos clients. Et c'est à ce titre et avec cette casquette que vous êtes ici, notre invité aujourd'hui. Et justement, on va commencer par dérouler, comme chaque semaine, cette actualité dense, cette actualité financière avec nos impressions macro. Alors, une impression macro, enfin des impressions macro, très macro d'ailleurs, cette semaine. Il y a des semaines plus ou moins macro. Là, on est en plein dedans entre la Chine, l'Ukraine. Macro géopolitique. Ouais. Les marchés avaient tenu face à la fois aux indications chinoises et à cette crise ukrainienne. Et là, il y a eu une rupture cette semaine. Qu'est-ce qui se passe en Chine là? On a eu des nouvelles qui ont inquiété Tokyo. Il y a des nouvelles dans tous les sens. Il y a des nouvelles dans tous les sens, mais en Chine, c'est ce qu'on pensait, c'est que la croissance sous perfusion, a des limites et il faut trouver un autre modèle que la croissance sous perfusion en permanence. Oui, alors la Chine est en train de devenir un grand. Je veux juste rappeler que pour mémoire, dans l'indice. C'est une crise de croissance. Vous voyez ça comme un adolescent finalement qui est un peu. C'est une économie qui passe d'une économie exportatrice à une économie de consommation. Donc c'est déjà une rupture en soi. C'est une économie qui est passée, ne serait-ce que dans les indices, en 2000, je crois que c'était à peu près 6 ou 8% du MSCI émergent, de l'indice MSCI émergent. Aujourd'hui, si on prend la grande Chine, entre guillemets, on est à 50% de l'indice. C'est quand même considérable. Ouais, c'est colossal. C'est considérable. Donc c'est un choc normal. Et donc il ne faut pas s'inquiéter de ces propos, risque de faillite d'entreprise, risque de problèmes sur la dette. Dans des économies administrées, la Chine a décrété qu'on avait 7,5% de croissance. C'est l'avantage, il les décrète, nous on l'a subi. Donc comment est-ce qu'on peut avoir des faillites dans une économie administrée? C'est un peu moi je ne suis pas sûr qu'on ait une faillite en fait, puisque par définition elle est administrée et pour l'instant ce n'est pas une économie ouverte au sens des échanges internationaux et des échanges de monnaie surtout. Le yuan est un vrai sujet, ça va être le sujet des années qui viennent puisque ça va devenir probablement une monnaie de réserve. Les Chinois sont en train d'imposer le yuan comme une monnaie de réserve dans les échanges commerciaux de la même façon que l'euro est en train de devenir une monnaie de réserve de la même façon. Hubert, est-ce que vous partagez cet optimisme en disant que c'est une crise d'adolescence et on va vers l'âge adulte en Chine? Moi je suis moins optimiste. La Chine est un État totalitaire qui a géré une croissance sur, premièrement, un accord avec les États-Unis, un accord sur des parités monétaires. C'est là où je rejoins Thomas, c'est que les parités monétaires de départ, qui ont été négociées avec l'administration Clinton, étaient insupportables pour les pays dits développés. C'était une subvention déguisée pour la Chine. Ce qui est vrai, c'est que le yuan a remonté. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le yuan. En effet, pour maintenir une stratégie exportatrice. Mais la stratégie exportatrice, elle a ses limites. Elle a ses limites avec des coûts internes, etc. Et je ne pense pas pour le moment que le modèle puisse permettre d'avoir une vraie transition vers la consommation. Donc personnellement, je pense qu'on va passer par plus bas. C'est-à-dire que le 7,5, ils le feront, comme dit Thomas, parce qu'ils ont décidé de le faire. Mais on peut passer par plus bas. Et il y a quand même des bulles à soigner. Alors la bulle bancaire,
tout est étatique, donc ça se soigne d'une manière ou d'une autre, il y a des réserves, etc. Mais la bulle des surcapacités, à la fois immobilière et industrielle, il va falloir la régler. La bulle bancaire, on a pris des cours récemment sur la façon de la juguler pour éviter la crise de 29, par exemple. Donc je pense que de ce point de vue, ce ne sera pas une inquiétude pour moi. Le problème bancaire risque d'être réglé. Le problème de la croissance, ce sera probablement autour de 4,5, 5,5%, beaucoup plus probablement. Et un des indicateurs que nous regardons en tous les cas, ce sont les grosses entreprises exportatrices. Quelle est la croissance de leur chiffre d'affaires dans la zone? Quand on s'appelle Schneider, L'Oréal ou d'autres, on a un petit aperçu de ce que ça peut donner réellement. Bon, on reviendra peut-être au niveau micro sur les conséquences éventuelles. L'autre gros dossier, bien sûr, c'est ce dossier ukrainien. Alors, ce dossier ukrainien qu'on voit en bourse, comme je le disais, l'Europe craque, l'Allemagne craque plus que l'Europe, hein, donc on fait moins 5,5 sur les indices. Donc on a un peu... il y a un petit phénomène de peur qui s'est installé. L'or a gagné 14% depuis le début de l'année. Mais peur de quoi? Est-ce qu'on a peur de la guerre, on tourne le robinet du gaz? Le dernier indicateur dont on nous parlait, c'est le pétrole qui ne monte pas, qui même s'effrite. Oui, mais nos amis américains ont mis à disposition leurs réserves stratégiques pour maintenir le prix bas et mettre un peu la pression sur Poutine via les prix de l'énergie. C'est un moyen comme un autre. Ça vous inquiète, vous, Thomas, cette crise ukrainienne? À court terme, oui, parce qu'on est dans l'incertitude et qu'on n'aime pas l'incertitude. À plus long terme, il faut voir les intérêts de chacun. Qu'est-ce que chacun doit y perdre dans cette affaire? Je pense que Poutine souhaite maintenir sa plateforme logistique en Crimée et que ça se fera au détriment probablement d'une partie de cette partie d'Ukraine dont on parle. Pour autant, Poutine a intérêt de se rapprocher des Européens. Il l'a commencé avec Mme Merkel il y a quelques années maintenant, et il souhaite se rapprocher de l'Europe, mais en revanche, il ne pouvait pas, pour des raisons politiques, se laisser passer une chose pareille, et surtout cette plateforme logistique, entre guillemets, et militaire de la Crimée. C'était exclu. Alors le problème qu'il y a, c'est que, évidemment, aujourd'hui, on est dans la parole, donc ça monte, sachant qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences militaires sérieusement envisagées. Et il n'y a pas de conséquences commerciales à partir du moment où on ne va pas refuser le pétrole, le gaz et le charbon russe pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Ukrainiens. Exact. Il y a quand même pour moi, du point de vue économique, la montée des taux en Russie pour essayer de garder les capitaux, c'est un vrai sujet parce que c'est en train de ralentir un petit peu la zone. Je rappelle que c'est une zone qui exporte et qui importe pas mal d'Allemagne aussi, donc ça peut impacter l'Allemagne pour en revenir à des préoccupations plus européennes en matière de marché. Donc c'est ce qu'anticipent un petit peu les marchés en ce moment, c'est ce risque-là, plus que le risque géostratégique. Sur les émergents d'ailleurs, on disait, les émergents, il y a deux poches intéressantes, il y a celle qui est près des États-Unis, qui est le Mexique, et celles qui sont près de l'Allemagne. Celles qui sont près de l'Allemagne, il y a plus d'incertitudes, y compris la Pologne, etc. Sur les matières premières, avec la dérivée, donc sur les matières premières, pas de panique sur les matières premières, c'est ça le sujet. Alors, les États-Unis, c'est plus la Chine d'ailleurs qui pèse sur les cours des matières premières. Ça, c'est la croissance. C'est la croissance. Alors l'OPEP a révisé ses estimations de consommation mondiale pour cette année, mais c'est dans des proportions qui sont faibles. Et comme on n'envisage pas sérieusement que la Russie arrête d'exporter des énergies fossiles, il n'y a pas de raison non plus que ça s'emballe. La Russie, c'est évidemment pas l'Iran ou l'Irak. Hein. Moi, je jetterai un petit coup d'œil, je ferai un petit focus quand même sur les matières premières, notamment alimentaires, parce que ça peut être un sujet, même si aujourd'hui c'est pas encore... mais on a quelques tensions sur le blé et sur le maïs, là, qui, une fois de plus, font monter les prix. Je serai un petit peu vigilant sur cette partie-là, parce que c'est quand même la partie, dès lors que ça va toucher la population, une des parties qui peut faire basculer d'un côté plus politique et moins économique. Ce sont les terres les plus riches du monde, comme on sait, donc c'est central. Ce qu'on peut retenir aussi, alors la dernière chose, c'est le paradoxe complet, c'est cette crise qui se termine avec un euro, même si c'est un peu affaibli cette semaine, un euro qui n'a pas arrêté de monter. Et donc on imaginait que le risque, le flight to quality irait vers le dollar, et là on est dans l'euro. La BCE qui a une déflation à 0,8%, qui a un mandat pour faire 2%, est-ce que ce ne serait pas justement la possibilité pour elle de réintroduire un peu de marge de manœuvre qu'elle n'avait pas jusqu'à présent? C'est perçu par tout le monde comme sa dernière cartouche. Donc aujourd'hui, elle est obligée de jouer ce point psychologique. C'est-à-dire que le moment où je vais devoir jouer ma dernière cartouche, il ne faut pas que je me trompe. Je pense, moi, que c'est une lecture un petit peu tronquée. L'euro monte en ce moment pour une raison simple, c'est qu'on est en train de réussir l'union bancaire. On est en train de remettre du risque dans les bilans bancaires et il y a une vraie raison à cela. Ça nous amène à devenir probablement une monnaie de réserve. C'est la théorie Draghi. L'euro est un îlot de stabilité. Exactement. Alors ça peut
faire surprendre Oui, 3 ans après. Mais si on regarde les chiffres relativement au dollar sur moyenne période, on est plutôt à un îlot de stabilité. Alors ça agace nos exportateurs, je peux le comprendre, voire même notre ministre Montebourg, mais c'est pas suffisant. C'est un îlot de stabilité. On a aussi besoin de ces réserves pour boucler les fins de mois de quelques États dispendieux. Il ne faut pas l'oublier. Et pendant ce temps-là, la balance commerciale est très positive, de la zone euro est très positive. Donc il n'y a pas de raison face au dollar que... Il y a beaucoup de fondamentaux qui font que l'euro tient face au dollar. Et effectivement, la crise ukrainienne n'a pas été le flight to quality vers le dollar qu'on pouvait à un moment imaginer. C'est exact. Allez messieurs, on passe à notre réalité micro après la macro. Alors, la micro avec un dossier qui nous occupe beaucoup depuis quelques jours, quelques semaines presque, le rachat de SFR. Je suis en train de vérifier parce que cette émission est en direct, donc au moment où vous la regarderez, il sera peut-être écoulé un peu d'eau sous les ponts. Beaucoup de sites donnent Numéricable comme vainqueur de ce bras de fer avec Bouygues. Ce n'est pas encore officiel, vous y croyez ? Alors, au moment où on parle, le conseil d'administration, si je ne m'abuse, est en train de se réunir. Ou le directoire ou le conseil de surveillance, je ne sais plus, de Vivendi est en train de se réunir, donc est en train de dire on va mettre une négociation exclusive, soit avec Numéricable, soit avec Bouygues. Moi, je crois que le petit rebondissement de ce matin, les déclarations de Montebourg, puis celle appuyée de Xavier Niel en faveur d'une solution Bouygues, c'est dans le jeu de la négociation. Je crois que Numéricable tient avec 75 millions d'euros d'avance dans son offre contre Bouygues au moment où nous parlons, et les politiques et Bouygues et bien d'autres souhaiteraient évidemment que leur solution soit retenue. Je pense qu'on est un peu dans le bluff là, en ce moment. Numéricable n'est pas aussi solide que Bouygues. Maintenant, c'est Vivendi qui décidera. Est-ce que le report qu'il y a eu sur Orange au départ, est-ce que c'est un réflexe qui vous paraît logique d'aller vers l'opérateur historique en disant les autres, de toute façon, ils vont avoir tellement de temps pour se restructurer que ça va être difficile? Eh bien, pour une fois que l'opérateur historique bénéficie de quelque chose, puisque je rappelle que jusqu'à maintenant, mis à part des obligations légales qui l'ont contraint, y compris dans sa politique commerciale, il n'y avait pas beaucoup d'avantages. Donc on a peut-être eu un catalyseur pour se rendre compte qu'en fait Orange pouvait être une belle histoire. À l'heure où l'on parle, il est 12h42, nous sommes en direct dans cette émission. Numéricable gagne 4%, Iliad perd 5%, Bouygues perd 5%. La bourse, le marché est en train de jouer le rachat par Numéricable. Oui, mais enfin bon, Bouygues avait pas mal rebondi aussi. Je crois que le marché, il va faire comme tout le monde. Faire de la spéculation. Non. Même si c'est nos métiers. Dans cette opération, c'est pour le moment Iliad, parce que pour Iliad, c'était un coût extraordinaire de pouvoir récupérer Bouygues. Alors, c'est peut-être du manque à gagner, hein, c'est pas de la perte, mais pour lui, la solution Numéricable ne serait pas la meilleure, et probablement les liens de M. Niel avec le Parti Socialiste ne sont pas pour rien dans la réaction de M. Montebourg. On peut en tout cas l'imaginer. Par exemple. Bon, là on va loin. Candy Crush, 7 milliards, est-ce qu'on est en train de revivre une bulle Internet ? C'est ce que vous supposez, Hubert? Non, c'est une question. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. On a eu des introductions. On rappelle ce que c'est Candy Crush. C'est un jeu. C'est un jeu assez basique en fait. C'est la société qui exploite le jeu basique. Hein, voilà, exactement. Qui va valoir 7 milliards et demi ou 7 milliards. Voilà, on a l'impression de revenir à nos joueurs de tennis avec les deux barres qui s'opposaient à l'époque. Qui marche beaucoup. Hein. Vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Oui, parce que c'est simple. C'est simple. Alors ça veut dire aussi qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez faible et qu'on est aujourd'hui dans l'engouement. Moi, je retiendrai simplement les entreprises qui vont pouvoir permettre ce jeu soit en ligne, soit en direct, soit sur les écrans, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est celles-là qui seront les grandes gagnantes avec des portefeuilles de jeux à proposer. Voilà. Moi, je retiens que cela, puisque ce jeu est d'une simplicité quasi biblique, sauf que, comme c'est simple, les gens aiment bien finalement. C'est peut-être une leçon à retenir pour les prochains. Vous achèteriez cette introduction en bourse? C'est trop simple. C'est trop cher. C'est trop cher. Mais il faut se méfier, parce que dans les bulles, dans toutes les bulles, c'est vrai que quand elles explosent, ça fait mal, mais il y avait des vérités aussi. Il y avait aussi... On peut acheter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, D'autres actualités, Hubert, qui ont marqué votre attention cette semaine? Alors cette semaine, il y a le dossier du foot, hein, qui est un dossier qui est intéressant, parce que c'est quand même des grosses masses, et c'est le dossier qui tourne autour de TF1, de la stratégie de Bouygues pour ça nous ramène à Vivendi. Et ça nous ramène un peu à Vivendi, puisque un billard à plusieurs bandes. C'est un billard à plusieurs bandes. TF1
Aujourd'hui, c'est sorti de l'affaire TF1, mais il y a ce problème de LCI qui est un problème très compliqué parce que mettre des journalistes sur le carreau, c'est extrêmement compliqué en France. Donc c'est un dossier qu'il faut suivre. Ce dossier des droits du foot, il n'est pas fini. C'est ça. Et effectivement, on aurait pu imaginer que Vivendi puisse essayer de faire un deal avec TF1 et en tout cas LCI et Télévision. Plus globalement, et pour revenir à la bourse, Lagardère, Énergie présentait aussi leurs résultats. Dans ce paysage média, il y a des choses qui vous semblent intéressantes? Moi, pour l'instant, je n'en vois pas, à vrai dire, parce que je trouve qu'il y a une pression sur les prix qui est extrêmement importante. On a vu, non pas dans les agences cotées, mais dans les petites agences, des grosses casses ces derniers temps. Manque de réactivité, des gens qui sont plutôt bien payés, j'allais dire trop payés, je vais me faire... On n'est jamais assez payé. On n'est jamais assez payé, mais relativement à la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise, qui est de l'intangible quand même, c'est dur. C'est un secteur qui est en pleine reconstruction. Les pressions sur les prix sont extrêmement importantes. Je dirais primo leader en ce moment. Alors, je retiens aussi, on fait le tour, les concessions. Un très bon résultat d'Eurotunnel, et Eurotunnel qui est un peu la star boursière, alors ça paraît extraordinaire aussi vu le passé, et une publication d'Aéroports de Paris, alors autre type de concession, mais quand même toujours un peu lié à l'activité économique, même si Aéroports de Paris est surtout une surface commerciale, mais une galerie commerciale, et pour gens riches, on va dire, pour des gens qui ont un certain niveau de vie, mais les deux vont bien. Et c'est un peu aussi le retour qu'on a eu sur des valeurs de concession depuis le début de l'année, après avoir privilégié... C'est de la rente en fait, non? C'est de la rente, Eurotunnel c'est de la rente, mais si c'est de la rente qui rapporte, le dividende est majoré, bon c'est pas encore des sommes folles, mais plus qu'on croyait, etc. C'est-à-dire que vous achetez de l'Eurotunnel par exemple? Nous on achète de l'Eurotunnel aujourd'hui pour la rente, pour la politique commerciale, pour le fret qui gagne de l'argent. C'est pas le cas de la SNCF, je le rappelle. Le fret gagne de l'argent et je pense qu'on aura de plus en plus d'échanges avec Londres et pas simplement pour des raisons d'exil fiscal pur. Donc non, au contraire, c'est une belle rente, c'est pas très cher au moment où nous parlons. Et puis pour la petite histoire, c'est quand même les banquiers qui ont gagné dans cette affaire. Donc ils ont réussi à se payer un beau bébé qui crache aujourd'hui beaucoup d'argent à un moindre coût. Bon. Le banquier gagne toujours à la fin, ça pourrait être un titre de film. Être un titre. Alors, Alstom, on revient à Bouygues encore. Alstom, on revient un peu à Bouygues, puisque Bouygues voulait bouger après ses provisions, passer sur Alstom. Alstom, c'est le dossier qui inquiète la bourse. C'est-à-dire que si ça passe et si ça se passe bien, ça vaut sûrement beaucoup plus cher, mais ça peut aussi. Les scénarios du pire ne sont pas exclus. Donc Alstom annonce la vente d'une partie de son activité de transport. Donc ça, c'est pour assurer son bilan. C'est pas forcément une bonne... avec un partenaire industriel. Soit l'un, soit l'autre déjà. Bon, c'était le cas pour SFR, mais c'est quand même pas comparable. C'est quand même pas extraordinairement bon signe. De l'autre côté, effectivement, tout a un prix. Puis on est en free cash flow négatif sur Alstom. Là, on a peu de visibilité. C'est de moins en moins d'ailleurs, d'où la sanction en bourse de 27 à 28%. Pourtant, c'était une belle recovery. On a l'impression que voilà, le travail a été fait. Alors, le travail... Qu'est-ce qui va plus chez Qu'est-ce qui va plus? Moi, j'y ajouterais une autre dimension. D'abord, c'est qu'il faut que les clients payent. Et les clients payent avec retard, visiblement. Et ensuite, il faut que vos prospects soient des prospects qualifiés. Et il n'est pas exclu... Alors là, c'est une petite digression. Il n'est pas exclu que ce soit aussi le début des retombées des problématiques de l'écotaxe, où je rappelle que l'utilisateur devait être le payeur de l'autoroute. Visiblement, ça ne va pas marcher. Et visiblement, les collectivités locales qui pourraient ou auraient pu financer un certain nombre de trams sont en train de dire, nous, on n'ira pas. Donc votre business plan, en ce moment, il est en train de peut-être prendre un petit coup dans l'aile. Et à mon avis, c'est ce que joue un peu le marché aussi. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique stratégie et gestion. Maintenant qu'on a planté le décor, que ce soit macro ou micro, comment on en profite, comment on gagne de l'argent. Quelles sont vos approches, vous, en ce moment, Thomas ? Alors nous, en ce moment, c'est des approches patrimoniales globales, c'est-à-dire qu'on va aller regarder toutes les classes d'actifs. On aime bien les actions parce qu'on trouve qu'on est en ce qu'on appelle en risque on, c'est-à-dire que le risque paye et risque de continuer de payer tant que les taux d'intérêt sont maintenus aussi bas. D'ailleurs, c'est peut-être une fuite en avant, il faut se méfier de ce genre de comportement aussi. Mais en tous les cas, pour nous, en ce moment, le risque paye. Et plutôt du risque qu'on essaie d'acheter le moins cher possible, c'est plutôt le risque européen qui, de nos points de vue, nous semble
pricé. Parce que les PE sont bas encore. Les PE sont relatif. statistiquement bas, il faut se méfier des statistiques, mais en relatif, ils sont relativement faibles. Je pense qu'on sous-estime un petit peu la croissance embarquée de la zone euro, qu'on aura probablement des bonnes surprises dessus, notamment de l'Europe du Sud, en matière de recovery, qui est en train de faire un sacré bout de chemin, même si on continue de les considérer comme des mauvais petits canards de l'histoire. Non, donc plutôt Europe du Sud. Et dans l'Europe du Sud, Italie, Espagne, nous on privilégie quelques industriels espagnols dans l'énergie notamment, Iberdrola par exemple, et une banque espagnole qu'on aime bien qui est Santander. Voilà, sur l'Italie, on est un petit peu On entend souvent ces noms revenir et cet intérêt pour les pays du Sud. C'est ceux qui reviennent et c'est la fameuse convergence. C'est-à-dire qu'effectivement, le niveau de vie des Italiens ne sera peut-être pas ceux des gens qui habitent Munich, quoi si ceux des Italiens du Nord, c'est déjà le cas, mais en moyenne, mais on a une convergence des taux d'intérêt, donc c'est très important pour les banques. Hein. Ça c'est même essentiel, c'est-à-dire les banques regagnent de l'argent, c'est intéressant pour les pays, puisqu'ils empruntent à moins cher. Donc cette semaine, ça a été l'Irlande, qui n'est pas un pays de l'Europe du Sud, mais qui est un pays également de l'Europe parallèle, donc on qui a emprunté à des taux qui sont extraordinaires. On continue à appuyer sur ces pays du Sud, à s'appuyer dessus. On continue, on le fait, il faut être sage, mais on continue. Quels autres dossiers? Donc si on parle de l'or, avec un gros rebond, un bon rebond. Moi, je me pose toujours la question de à quoi ça sert. Donc c'est une valeur refuge, à ton coutume de dire, c'est une valeur refuge qui ne sert à rien. Bon, donc moi je suis incapable de mettre une approche. C'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc parce que c'est de la géopolitique plus que ou de la trouille embarquée. C'est un petit marché. C'est un tout petit marché. À l'échelle du monde, c'est rien. Donc il suffit de très peu de volume pour envoyer le prix 10 ou 15% plus haut. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant à noter d'une manière plus générale, c'est l'Inde. L'Inde est le pays des émergents, c'est la seule BRICS dont les marchés financiers montent et continuent à monter. Comme et qui consomme beaucoup d'or d'ailleurs. Et comme l'Inde est importante pour l'or, ça peut jouer aussi, mais bon, pas forcément. Alors, le débat par ailleurs maintenant, c'est le Japon. Oui. Le Japon, la troisième flèche de la politique économique du gouvernement Abe va être décochée début mars. Hein, avec l'année. En tout cas, question. Mais parce que Abe il s'attaque au cœur du Japon, c'est la rente. Et le vieillissement de la population. Donc quand on tape dans le dur, si j'ose dire, à mort les rentiers. Donc déjà, les rentiers japonais, ils prêtent déjà à l'État à 0,5. Alors qu'est-ce qu'on peut leur faire de plus? Oui, mais dans un univers déflationniste, donc ils ont un pouvoir d'achat qui est relativement préservé. Et ce n'est plus possible. Il faut que la consommation prenne le relais. Les hausses des salaires chez Toyota votées la semaine dernière, cette semaine, pardon, sont de ce point de vue intéressantes. Un mot sur ce que veut faire le nouveau Premier ministre italien en réduisant les dépenses et en donnant du pouvoir d'achat aux ménages. Est-ce que ça vous semble une piste intéressante? De temps en temps, on en rêve un petit peu chez nous, puisque nous, on a essayé l'inverse. Donc, on a augmenté les impôts et visiblement, ça a quelques conséquences sur la croissance et sur le moral des ménages. Peut-être faut-il laisser la chance à la confiance et laisser les gens en confiance, soit consommer un peu plus, soit produire un peu plus dans les meilleures conditions. Ce n'est pas exclu. Jeanne demande une position sur l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, on le voit en toile de fond, mais on n'en parle pas très concrètement. On n'en parle pas concrètement parce que nous qui travaillons en architecture ouverte, on a 2 fonds sur l'Afrique qui sont des fonds peu liquides, à vrai dire. Donc on va pouvoir jouer soit des entreprises très présentes en Afrique, soit des matières premières au travers. Bon, ça ne me semble pas encore assez liquide pour qu'on s'y précipite en tous les cas. Gérard, est-ce que vous investissez dans le Bitcoin? Vaut mieux pas par les temps qui courent, mais sait-on jamais? Je ne sais pas, c'est un gadget, donc non. Bon, la réponse est non. La réponse sur est non, le Gérard. virtuel, il se passera quelque chose le jour où ce sera une banque qui mettra de la virtuelle, Goldman Sachs, je ne sais pas qui a peut-être la crédibilité d'un État. Enfin, on a déjà 3 monnaies qui sont en train d'émerger. Là où on en avait une de référence qui était le dollar, désormais on a le dollar, l'euro et le yuan. Il va falloir... le Bitcoin, c'est très bon pour ceux qui l'ont créé. Voilà, c'est remarquable. Allez, on passe à notre dernière rubrique, les conseils de la semaine. Alors c'est sans doute la rubrique que vous attendez tous avec le plus d'impatience. C'est vrai que c'est idiot de la mettre à la fin. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on achète en ce moment, qu'est-ce qu'on vend. Quelles sont vos bonnes idées, Thomas? Alors nous, on achète en ce moment Iberdrola, j'en parlais tout à l'heure, en jouant
notre convergence de la zone euro. Il y a beaucoup de retard sur ce titre qui a été pénalisé par les difficultés financières espagnoles, la hausse des taux notamment. Iberdrola est bien positionné, donc on aime bien aujourd'hui. C'est moins cher que les comparables français par exemple. Ah ben c'est moins cher. Les comparables français ont fait le chemin, c'est ça qui nous intéresse. On a eu le chemin fait sur EDF et sur GDF avec des belles performances l'année dernière, même des performances remarquables. Il n'est pas exclu qu'on ait les mêmes sur Iberdrola. Iberdrola en Espagne. What else? What else? Nous, on fait, parce qu'on ne fait pas qu'acheter, il faut vendre de temps en temps pour pouvoir acheter. Donc nous, on vend Alstom en ce moment. On est plutôt vigilant sur tout l'environnement Bouygues, à vrai dire. On a été un peu refroidi par la provision monstrueuse qui a été passée sur leur participation dans Alstom. On pense que les choses ne vont pas s'arranger. Ça fait beaucoup de fronts pour le groupe Bouygues à mener en même temps. Vous parliez de la Coupe du Monde aussi. Bon, pour moi, un ersatz, c'est pas significatif compte tenu de l'activité de Bouygues. Mais ça prend de l'énergie. Mais ça prend de l'énergie, on y laisse de l'énergie. Donc vous vendez Alstom et j'ai un petit joker qui s'appelle Technicolor, qui a passé Ça, c'est un joker. Oui, c'est un joker, oui, parce que un milliard de capitalisation, c'est pas grand-chose. Un flottant, somme toute, assez réduit. Alors pourquoi Technicolor? Pourquoi Technicolor? Parce que j'aime bien les brevets qu'ils ont déposés et qui sont désormais utilisés par LG et par Sony, deux leaders sur et la télévision et les tablettes, ça me semble, et quelques PC. Ça me semble intéressant qu'elles soient désormais des valeurs embarquées. Hubert, je vous sentais plus réticent sur Technicolor? Non, Technicolor, j'ai toujours eu un peu peur de Technicolor. C'est quelque chose qui on craint. Alors, si on poursuit le dossier Bouygues, il y a une question, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient racheter? Est-ce qu'ils pourraient racheter la partie de Colas qu'ils n'ont pas? On voit qu'il y a des investisseurs qui les titillent. Cette semaine, on a donc les ciments français qui ont été rachetés par Italcementi. C'est dans la logique pour reprendre. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer. Mais il n'est pas exclu qu'ils reviennent aux fondations, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a la moindre des choses pour le groupe Bouygues. Ils ont été un peu échaudés par leur expérience dans les télécoms. Ceci dit, ils ont compris qu'il valait mieux être leader que dernier, comme d'habitude chez Bouygues, ce qui est plutôt, moi je trouve, encourageant s'il s'avère exact qu'ils arrivent à racheter SFR. Donc moi je ne serais pas étonné qu'il y ait une opération sur quelques groupes dans ce secteur-là. Pour autant qu'on ait une véritable inflexion dans la croissance européenne. Je pense qu'ils attendront la confirmation parce que c'est un investissement long par définition, c'est 10-15 ans d'amortissement. Il ne faut pas se tromper. On n'a pas parlé du tout de Peugeot, qui reste quand même aussi en filigrane avec Louis Gallois qui pourrait être imposé à la tête du conseil de surveillance. Ouais. Ça, vous jouez la recovery Peugeot ou pas? On l'a joué, on est sorti parce que ça devient spéculatif, trop de conjectures politiques, trop de bruit autour de cela, pas assez de... On a joué Renault, on était très content avec Renault. On a joué aussi Faurecia et on est très content avec Faurecia. Théorie d'Hubert, voilà, la fille plutôt que la mère. En l'occurrence. Voilà, sur ce dossier, parce que les interventions politiques nous perturbent un peu, ça sert à rien. Parfait, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses respectives. Merci Thomas Louis, merci Hubert Tassin, merci à vous tous de nous suivre fidèlement et de poser vos questions le cas échéant. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.